Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence matinale ce matin pour un vendredi. Le vendredi, c'est le jour où les gens sont généralement en télétravail. Vous êtes en présentiel et c'est très bien comme ça. Avant de présenter le parcours incroyable de Monsieur Serge Trigano qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. J'aurais voulu juste faire un petit point business pour certains dans la salle qui ne nous connaissent pas encore, et également pour Monsieur Trigano qui n'est peut-être pas familier avec le management de transition. Donc le management de transition, c'est ce que nous faisons, comme vous le savez bien, donc qui correspond à impliquer des cadres dirigeants chez nos clients, mais en mode mission. Ça, vous le savez à peu près tous. Voilà. Ce que vous savez moins, c'est que après un trimestre quadrimestre de fin d'année 2024 un peu compliqué, je ne vous cache pas, ou même un deuxième semestre un peu compliqué, on a quand même une bonne reprise qui s'amorce en termes de démarrage de mission et de nombre de missions, parce que chez nous, ça doit être à peu près, à la louche, une grosse soixantaine de missions, cinquantaine de missions qui ont démarré depuis le 1er janvier de cette année, quasiment une par jour. Je vous le dis parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont en recherche de missions qui peuvent être disponibles. Donc 60, vous en moquez parce que vous, il vous en faut qu'une seule en fait. Ah, voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a un peu de volume, et donc qui dit volume dit aussi un petit peu plus de probabilité, évidemment, de déclencher une mission. Voilà, donc tout ça pour dire que l'économie repart. Enfin, c'est plutôt notre sentiment en tous les cas, en tant que tour de contrôle un petit peu avancé du business. L'autre point, c'est que nous avons ouvert d'ailleurs un bureau à Milan assez récemment, et au moment où je dis ça, justement, Alessandro Reitelli qui franchit la porte là avec un timing, mais alors voilà, incroyable. Donc si vous parlez italien ou si vous êtes aficionados, comme ça qu'on dit, de l'Italie, il doit être un peu espagnol comme mot, n'hésitez pas à aller voir Alessandro pour aller vous présenter, bien évidemment. Et puis, ce que je souhaitais vous dire également, ah oui, c'est qu'en parallèle de notre développement, où maintenant on est présent un peu à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg, à Munich et donc à Milan. En parallèle de ce développement, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que nous avons complété évidemment notre comité stratégique avec une personne que vous connaissez peut-être, qui est Jean-Pierre Letartre, qui a été le patron de EY EMEA, qui a fait toute sa carrière chez EY, voilà. Donc qui nous a rejoint, ou dit autrement, qui a accepté très gentiment d'ailleurs de faire partie de notre comité stratégique et de venir nous aider dans notre croissance, si je peux dire ça comme ça. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Trigano, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, je le disais, une carrière tout à fait éblouissante, qui se passe avec des noms un peu connus, comme le Club Med, qui ne connaît pas le Club Med, évidemment. Vous avez pris la suite de votre père, on y reviendra. Et puis une petite pause sur laquelle voilà, où vous arrivez à rebondir et à créer le Mammal Shelter, qui est aujourd'hui, alors il y a plein d'hôtels, c'est présent sur quasi tous les continents, je crois, et avec un succès tout à fait incroyable. Je reviendrai dessus. Et donc peut-être avant de rentrer dans le détail, j'aurais voulu, et de m'approcher de vous, j'aurais voulu peut-être savoir comment on fait pour passer de Géo à président du Club Med, et puis peut-être pour démarrer avec deux questions en une, c'est quoi à l'époque les facteurs clés de la réussite du Club Med? Voilà. Merci de votre accueil. Pour résumer la réussite du Club Med, moi j'ai une anecdote que j'aime bien. Gilbert, mon père était président du club. J'étais dans son bureau un jour quand son assistante rentre dans le bureau et lui dit « Monsieur le Président, on a reçu un appel du Vatican.
le pape aimerait vous rencontrer. C'était l'époque où on parlait des bronzés, enfin où le club avait une image un petit peu olé olé. Et donc Gilbert dit, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vos conneries, soyez gentils, oubliez-moi, c'est encore une bêtise d'un chef de village. Donc on laisse tomber. Et puis 8 jours après, la même assistante revient dans le bureau de Gilbert et dit, écoutez, je suis désolé, mais enfin, ils insistent et ils disent que d'habitude, quand le pape demande à rencontrer quelqu'un, en principe, on répond. Alors Gilbert commence à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de sérieux, fait marcher ses réseaux, essaye de se renseigner et apprend qu'effectivement, Jean-Paul II, qui était un grand sportif, avait un coach qui était en fait un GM du club, qui avait dû lui raconter comment c'était ses vacances au club. Et le pape, qui était assez curieux, avait dû se dire ben, j'aimerais rencontrer ce mec. Et on se retrouve quelques semaines après au Vatican, mon papa, ma maman, tout le monde, on est en randonnion. Et le pape arrive vers Gilbert et dit alors, monsieur Trigano, c'est quoi votre métier? C'est quoi le club méditerranéen? En quoi ça consiste? Et Gilbert lui dit sa sainteté, mon métier, ça consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits et à essayer de leur apporter un peu de bonheur. Et le pape le regarde et lui dit alors, Trigano, nous faisons le même métier. Voilà. Voilà, pour résumer un petit peu notre aventure, on fait le même métier que le pape. Donc le club, il démarre en 1950. La guerre vient de se terminer. C'est une intuition géniale d'un homme qui s'appelle Gérard Blitz, sportif belge, à qui le gouvernement belge avait demandé de s'occuper de la réinsertion des citoyens belges qui sortaient des camps de concentration. Et ils avaient pris un sanatorium en Suisse et réapprenaient aux gens à vivre après les années de souffrance. Et je pense que c'est là que Gérard Blitz a eu l'idée de créer un lieu dans lequel on ferait un peu la fête, on apporterait du bonheur. Et donc en 1950, il crée le Club Méditerranée. Et à l'époque, il a besoin de matériel de camping. Le premier village, c'est à Alcudia, aux Baléares. Et il y a besoin de matériel de camping. Et à l'époque, la famille avait une affaire de camping. Et donc Gérard Blitz va à l'office de l'industrie à Paris et regarde, on lui donne le listing de toutes les entreprises dans le camping, entreprises machin, truc, et puis il voit Trigano, père et fils, il dit tiens, plutôt une famille qu'autre. Il prend son téléphone et la magie fait que c'est Gilbert qui lui répond. Et Gérard Blitz lui dit voilà, je vais créer un lieu, ça sera un village de vacances, on va réapprendre à faire la fête, à faire du sport et tout, mais j'ai pas d'argent, j'ai besoin de temps de camping. Et Gilbert lui dit ben venez, on va essayer de trouver une solution. Et ils trouvent un accord entre eux et très vite, Gilbert devient passionné par le club après quelques 2-3 ans. Gérard Blitz va se retirer du club et Gilbert va en faire cet empire avec, je crois, enfin, pour reprendre l'anecdote du pape, l'idée d'apporter du bonheur aux gens. Bon, c'est ça, en fait, l'idée du club. C'est une intuition. La guerre est finie. Retrouver des lieux où on peut à nouveau faire la fête, faire l'amour, faire du sport, bien manger, réapprendre à vivre. Voilà. Et il crée ses premiers villages aux Baléares, autour de la Méditerranée. Et je crois que le côté formidable du club et le talent de Gilbert, c'est d'avoir pressenti qu'il avait dans les mains quelque chose d'exceptionnel et que ça pouvait évoluer et en termes de produits et en termes de géographie. Produits parce que le monde est fait. Au début, la clientèle du club, c'était des célibataires qui venaient faire la fête. Bon, ils font des enfants, ce qui est assez logique. Et donc, le club fait une formule avec les mini-clubs, avec les enfants. Ils s'enrichissent progressivement et donc le club monte en gamme. Et puis surtout, en 1980, Gilbert se dit on tient un concept qu'on peut mondialiser et on va mondialiser le club. Et on s'implante aux États-Unis, au Japon. Moi, j'ai la chance à ce moment-là d'être nommé patron du club aux États-Unis. Voilà. Et le club va devenir la première entreprise mondiale spécialisée dans le monde des vacances. La marque peut-être la plus connue dans ce monde des vacances, plus que du tourisme. Hein. Ce n'est pas du tourisme, c'était vraiment synonyme de vacances, en s'implantant partout dans le monde, en privilégiant partout la promotion interne. Et ça a été sûrement une des clés du succès du club. C'est-à-dire que chaque fois qu'on s'installait dans un endroit, un pays, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Mexique, on recrutait des gars, des filles, on les formait et ils devenaient après des géos qui repartaient dans tous les coins du monde. Et en créant cet esprit club. Alors, il y a une chose que je ne savais pas, c'est que le club, ça a démarré comme une association, en fait, et c'est dans un deuxième temps que ça a été transformé en société, ce que j'ignorais complètement.
Donc j'ai un peu lu votre livre, hein, du coup. Et d'ailleurs, votre père, Gilbert Trigano, c'était une question que je souhaitais vous poser. Vous l'appelez dans tout le livre, vous l'appelez Gilbert. Et il faut attendre la page 202. C'est très précis, je l'ai appris par cœur. Il faut attendre la page 202 pour voir 2 fois dans les pas, ah, mon père Gilbert, et puis enfin, mon père. Alors pourtant, vous étiez en tendance très bon rapport avec lui. Alors pourquoi l'appeler Gilbert et pas mon père dès le début? Parce que je me disais que dire papa en conseil d'administration, ça faisait être un peu idiot et un peu con. Et donc, bon, c'est vrai que chaque fois qu'on parlait, c'était ou le président ou Gilbert. Quand on était ensemble, bien sûr, c'était différent. Mais voilà, c'était créé une forme de rapport entre nous. Et d'ailleurs, il y avait un point sur lequel, qui est assez différent de ce qui se passe aujourd'hui avec mes enfants. C'est que quand on était en réunion, comité ou autre, et que j'étais pas d'accord avec lui, je me serais jamais permis de le dire devant les autres, quoi. Voilà. Quand on finissait la réunion, je lui disais j'étais plus ou moins d'accord. Avec mes fils, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quand ils sont pas d'accord, ils me disent t'es un con, t'as rien compris, et on va t'expliquer comment il faut faire. Voilà, c'est un changement de génération. Je vais éviter de vous contredire, moi. Alors, je vais rester poli. Hein. Alors, le club se développe dans le monde entier. Nous, comme vous avez pu le comprendre, on est une petite PME, nous sommes tous d'une 60aine de personnes. Alors, on a un bureau à Munich, donc un bureau, vous avez vu Alessandro, donc à Milan. On n'a pas encore une grosse complexité de gestation culturelle de l'entreprise, mais quand même, hein, parce que je vous ai sous la main, comment on fait pour travailler aussi bien avec des Américains que des Japonais, que des Asiatiques du Sud-Est, etc., etc. C'est quoi la clé ou la culture? La culture, je ne sais pas. Un des points de force du club, c'était que chaque village était sa propre entreprise. Bon, et que donc, c'était une boîte assez décentralisée. En fait, il y avait les fonctions centralisées qui étaient les fonctions de finance, bien évidemment, commerciales. Bon. Et après, toute l'exploitation était confiée à des hommes ou des femmes, des chefs de village, qui, dans chacun de leurs villages, il y avait quelques règles du jeu, bien évidemment, de ce qu'il fallait faire, mais après, ils étaient libres de laisser marcher leur imagination. Bon, et donc, on avait cette espèce de brassage d'hommes et de femmes. Il y avait un côté de nomadisme dans l'histoire du club, c'est-à-dire que tous les 6 mois ou tous les ans, dans certains villages, les équipes tournaient d'un village à un autre. Et partout, elles essayaient de s'imprégner un petit peu de la culture locale, bien que les villages n'étaient pas des lieux de tourisme, n'étaient pas des lieux de visite, on pouvait sortir et ainsi de suite, mais honnêtement, la vie se passait à l'intérieur du village, et puis on recrutait des talents dans tous les coins du monde, quoi. Je crois que ça a été ça la force du club, des hommes, des femmes dans tous les coins du monde, qui faisaient monter les aspirations locales. Et on a mis un peu de temps à comprendre, en tout cas pour le club, il y avait deux aspects qu'il fallait privilégier pour réussir la mondialisation du club. Le premier tenait à la restauration, c'est-à-dire qu'on faisait des buffets qui étaient, à une certaine époque, l'image de marque du club. On a mis un peu de temps à s'apercevoir qu'il fallait que dans chaque buffet, il y ait un coin qui me rappelle la cuisine de ma mère. C'est-à-dire je suis prêt à essayer la cuisine exotique de Thaïlande, du Mexique ou autre, si quelque part, moi en tant que Français, il y a un steak frites, ou moi en tant qu'Italien, il y a un peu de pâtes dans un coin du buffet. Ça a été une des clés premières du succès du club. Et le deuxième point qu'on a mis aussi du temps à comprendre, c'est qu'il fallait embaucher des hommes et des femmes qui parlent la langue des hommes et des femmes qu'on recevait. C'est-à-dire qu'au début, on pensait, entre autres avec les Japonais qui sourient tout le temps, qu'ils étaient très contents de leurs vacances au club. On a mis 2-3 ans à comprendre qu'ils ne comprenaient pas un mot de ce qui se passait dans leur séjour. On pensait qu'ils parlaient tous l'anglais. Et au bout de 2-3 ans, on s'est aperçu dans les sondages qu'on avait faits que c'était un désastre en perspective. Et donc, on a mis des écoles de langue de japonais et on a embauché des géo-japonais. Voilà. Le jour où on a compris ces deux aspects, au niveau des villages, on a réussi la mondialisation du club. Mais pour lancer le club au Japon, vous envoyez un Français au Japon pour être patron du Alors, pour lancer le club au Japon, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Les Japonais recevaient Gilbert de temps en temps, qui faisait une conférence et qui expliquait aux Japonais, dans les années 70-80, à quel point partir en vacances était quelque chose de formidable. À l'époque, pour les entreprises japonaises, partir en vacances, c'était un crime contre l'entreprise. Ah ben c'est comme ici. Voilà, exactement. Donc Gilbert se tapait un bide chaque fois. Et puis un jour, le gouvernement japonais décide qu'il faut partir en vacances, que c'est bien pour l'entreprise et que c'est bien pour le pays.
Et là, il y a le gars de NHK, le patron de la chaîne de télévision japonaise, qui se dit, mais on avait reçu un espèce de fou un jour qui nous a raconté ça, retrouvez-le-moi. Les filles lui disent, ben voilà, ça doit être Monsieur Trigano, Club Med. Ils appellent Gilbert, qui prend un avion et qui rebalance sa soupe, à quel point c'est bien de partir en vacances, et ainsi de suite. Et là, on croule sous les demandes, on n'a pas de village. Il achète un hôtel quelque part en Asie, en Thaïlande et en Malaisie, et c'est le début du club. Et après, on a envoyé des expatriés basés au Japon, entourés d'équipes japonaises, et on a fait monter des Japonais dans l'équipe de direction du club. Alors en 1993, je crois, vous prenez la présidence du club à la suite de votre papa, donc, et puis vous y restez 4 ans jusqu'en 1997, où on peut dire que vous faites carrément évincer du club, et on vous met sur le dos un peu aussi les années 1995 et de grève et je pense des attentats et de mauvaises années financière du Club Med. Donc ça se passe du jour au lendemain, et en fait vous découvrez a posteriori qu'il y a une sorte un peu de complot finalement contre vous, et avec l'aide, ou disons ceux qui sont les complotistes, qui sont italiens, on ne va pas le dire trop fort, les Agnelli, mandatent le cabinet de conseil en stratégie, dont on peut citer le nom là, ouais, Bain, ok, bon, alors ça c'est fait, et vous vous rendez compte a posteriori qu'il y a 2 rapports, un rapport pour vous qui vous dit les choses qui sont bien et les axes d'amélioration, et un rapport pour le conseil d'administration qui est à charge contre vous où tout va mal. C'est ça? Comment vous le vivez, ça? Mal? Pas très bien. Pour être honnête, pas très bien. Bon, il y avait des tensions au sein du conseil. On sentait qu'il se passait quelque chose. Et donc, effectivement, mes amis italiens me disent qu'il faudrait faire un audit. J'ai avec plaisir. OK, très bien. Donc, ils mandatent cette très belle société. Je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle de l'entreprise Ben. Enfin, il y a prescription maintenant. Bon, et effectivement, 2 mois après, ils me remettent un rapport avec les points forts et les points faibles du club, ce qu'il faut améliorer et tout. Bon, ok, très bien, on va travailler là-dessus. Et puis, entre-temps, il y a le conseil d'administration qui me dégage. Et il y a une des représentantes, d'ailleurs, du groupe Nippon Life, qui me dit « Serge, on vient de recevoir ton rapport, mais ce n'est pas exactement celui qu'on a eu dans les mains. » Et je lui dis « De quoi s'agit-il » Elle me dit « Moi, j'ai un autre rapport. » Bon, et elle me l'envoie. Et effectivement, il y avait, comme vous l'avez dit, 2 rapports. Un qui était, comme ça se passe quand on audite une entreprise, ce qui marche pas, ce qu'il faut améliorer, et un autre dans lequel j'étais nul, incompétent, tout était à jeter, et il fallait absolument se débarrasser du président. Voilà. Donc, sur mon départ, il y a 2 théories. Première théorie, je suis incompétent, nul, je ne vaux rien et je suis dégagé. Deuxième théorie que j'ai appris par la suite, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'a jamais été démentie, qui est en fait, à l'époque, vous savez, il y a une relation entre les Agnelli et la famille d'un ancien président de la République. Ils sont liés par le sang, enfin c'est une vraie des cousins, voilà. Et ce fils de l'ancien président de la République travaillait dans une grande boîte française, chez Danone, et à l'époque, Antoine Riboud avait décidé, un peu comme l'avait fait Gilbert, de mettre son fils à la tête de Danone. Et donc, le fils de ce président de la République voyait son horizon bouché, et son papa a demandé à Gianni Agnelli, on ne pourrait pas trouver un job pour mon fils. Et manque de bol, c'est tombé sur le club. Ils étaient actionnaires à 20% du club. Ils ont dit, écoute, on va trouver le moyen, maintenant que le vieux est parti, le fils doit être plus facile à dégager. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'étais parfait, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, j'ai commis une erreur de maladresse, entre autres dans une communication financière. Bon, voilà, ça a été payé un peu cher, mais c'est la vie. Et quand je repasse l'histoire avec du recul, je me dis, alors je ne sais pas si je suis honnête quand je le dis, que peut-être ce qui m'est arrivé est la meilleure chose qui soit possible. Parce que j'ai raté, donc je suis nul. J'aurais réussi. Tu as réussi parce que tu es le fils de Gilbert et donc il n'y a pas beaucoup de mérite. L'aventure du Mama, c'est la mienne, c'est celle avec mes fils, et ça, on ne peut pas me l'enlever. Voilà. C'est celle des clients. Moi, je n'aurais pas dormi il y a une semaine au Mama Shelter de Lille, si vous n'aviez pas créé le Mama Shelter, donc merci beaucoup. Mais quand même, alors nous, on en parlait en bas,
vous avez compris que nous, on n'est pas des consultants, hein. On est des managers de transition. Donc c'est bon, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, hein, parce que les consultants, vous les fracassez quand même bien dans le livre. Hein. Voilà, ils en prennent pour leur grade. Donc voilà. Je peux vous raconter pourquoi. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, Gilbert n'a jamais pris de consultant au sein du club, pour être clair. Moi non plus. Et on a eu du mal à monter l'opération du Mama Shelter. Et la Caisse d'épargne, qui est la seule banque qui, après avoir reçu un refus d'une 80 fonds d'investissement, banque, family office, qui m'expliquait que le Mama Shelter ne marcherait jamais, c'est Charles Millot, le patron de la Caisse d'épargne à l'époque, qui a dit « Moi, ça m'intéresse, on va faire ce projet ». Donc, il donne son accord pour financer le projet. Mais à un moment donné, on dit il y a quand même, faut qu'on fasse une petite étude, et donc ils font appel à un consultant dont je tairai le nom par bonté d'âme, qui vient me voir un soir et qui me dit Monsieur Trigano, voilà, j'ai préparé le rapport, je vous préviens, il n'est pas bon. Mama Shelter, ça va être un échec. Au mieux du mieux, votre hôtel fera 50% d'occupation, et encore, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a le nom de Philippe Stark. Faire un restaurant dans le 20e arrondissement, il faut complètement être complètement fou. Au mieux du mieux, ce que je vous conseille, c'est laissez-le fermer la semaine, ouvrez-le le vendredi et samedi, et si ça se passe bien, vous ferez 40 couverts, et voilà. Et bon, le projet est mort, quoi. Il va remettre ça demain, je vais me faire jeter par la Caisse d'épargne. Heureusement, la Caisse d'épargne n'a pas tenu compte, et on a fait entre 700 et 800 couverts au Mama Shelter tous les jours de la semaine. Alors, la Caisse d'épargne qui vous est présentée par Laurent Chohin, qui est un de vos amis, j'ignorais complètement, et que nous avons reçu, nous, on le connaît très bien, Laurent, on l'a reçu sur une table ronde, donc j'étais heureux de revoir son nom. Et puis, avant de parler du Mama Shelter et de sa création, donc il y a quand même cette longue traversée du désert, et je trouve l'expression est bien choisie, parce que pour le coup, vous travaillez en plus sur un projet relativement important, au Maroc. Alors, je passais dans le désert marocain, enfin au Maroc. Et puis alors là, vous y perdez là, votre chemise, là, hein, pour le coup. Alors, comment ça se passe, ça? Et puis comment vous rebondissez après, quoi? Moi, je suis dégagé en 97, donc il y a 2-3 années un petit peu difficiles. Être président du club, c'est être un peu le roi du monde. Vous êtes accueilli partout comme un chef d'État. Vous savez pas ce que c'est que la police, la douane et ainsi de suite. Voilà. Donc le jour où ça s'arrête, c'est un petit peu violent, mais c'est une bonne leçon d'humilité, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Et donc la chance que j'ai, c'est d'avoir une femme formidable et 2 fils extraordinaires, dont Benjamin, mon fils aîné, qui travaillait chez Coca-Cola, et le jour où le board me dégage, il démissionne de Coca-Cola, et le lendemain matin, il est à Paris, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et on se dit, on va recommencer, on va essayer de leur montrer qu'on n'est pas aussi nul que ce qu'ils ont bien voulu dire. Et donc, le pays avec lequel on a le meilleur rapport, c'était le Maroc. Et donc, on regarde si on ne peut pas implanter un resort d'un nouveau style au Maroc. Philippe Stark accepte de le faire avec nous. Et on trouve un site extraordinaire dans la région de Marrakech. Et ça prend du temps, parce que aller voir des banquiers pour financer un projet quand vous avez été viré de votre boîte en France, c'est pas très bien vu. Donc on a un petit peu de mal, mais après avoir dépensé effectivement pratiquement tout le parachute doré que j'avais reçu, on a les accords, on a monté les études, et le gouverneur de la province de Marrakech me dit j'aimerais vous recevoir. Très bien. Donc moi j'y vais, le bec enfariné. Les travaux allaient commencer 3 semaines après. C'est un truc vraiment, un jour peut-être qu'on le fera, formidable. Et il me dit Monsieur Trigano, ce qu'a fait votre père, c'est formidable. La famille Trigano, c'est formidable. J'ai appris avec le temps que plus ça commence comme ça, plus ça va se terminer mal. Vous êtes des gens formidables. Votre père est un génie. Vous êtes le fils d'un génie. C'est formidable. Bon, très bien, ma Excellence, merci beaucoup. Il y a un tout petit sujet, ça tombe bien, puisqu'on commence, on est amoureux du Maroc, et on commence les travaux dans 3 semaines sur le site de l'Atakarkous. Ah, il me dit, il y a ce petit sujet, c'est qu'il ne faudra pas que ça se fasse sur ce site-là. Alors au début, je pensais que c'était une blague. Puis après, le ton monte un petit peu, non, ça ne se fera pas là, ce site va être affecté à d'autres choses, et on va vous en trouver un autre. Écoutez, on a tout dépensé, tout fait. Bon. Et j'étais avec mon avocat qui était avec moi, et qui dit, mais si c'est ça, Excellence, on va attaquer l'État marocain. Et le gouverneur dit, le Maroc est un État de droit, vous nous attaquez quand vous voulez, il n'y a aucun problème, on descend. Et l'avocat me dit, t'inquiète pas, il y a un malentendu, ça va vite se régler. Et puis 3 semaines après, il m'appelle, il me dit, écoute, si tu veux faire le procès, tu le fais, mais tu le fais sans moi. Je dis, pourquoi ?
c'est la famille royale du Maroc qui a pris le terrain. Et donc, je ne vais pas y aller. Et moi, petit juif, faire un procès au roi du Maroc, c'était pas évident. Donc, on s'est retiré. On a pratiquement tout perdu. On n'a jamais su si c'était vraiment la famille royale ou un ami de la famille royale et tout. Voilà. Et après, bon, ben. Et là, quand même, vous mettez dans le livre. Alors, j'ai perdu 4 ans de ma vie et 4 millions d'euros. Donc, c'est pas une paille quand même. Non, il y a toutes les études. C'était le montant quasi exact de mes indemnités de départ. Voilà. C'est énorme. C'est énorme, c'est comme ça. Et à ce moment-là, je rencontre un gars formidable, Cyril Aouizerat, qui est un urbaniste, philosophe urbaniste, et on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans l'hôtellerie, l'hôtellerie de ville, alors que nous, on était plutôt resort, hôtellerie de village de vacances. Et on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire dans l'hôtellerie de ville. À l'époque, on est donc au début des années 2000. L'hôtellerie de ville, c'est toi une hôtellerie de chaîne. Alors j'avais l'habitude de dire un peu triste, sans intérêt, du style Accor. Bon, maintenant qu'Accor a acheté le Mama, je ne peux plus dire la même chose. Mais voilà. Mais à l'époque, c'est vrai qu'Accor était un peu très traditionnel, soit d'une hôtellerie familiale un peu fatiguée. Et on se dit, on pourrait peut-être imaginer un lieu qui serait un lieu dans lequel non seulement ça sera un hôtel pour les touristes et les hommes et les femmes d'affaires, mais aussi un restaurant pour les habitants du quartier dans lequel on s'implante. Et c'est comme ça qu'est partie l'histoire du Mama, un lieu qui soit... les Américains, quand on est allé discuter un jour avec les gens de Marriott, nous ont dit en fait ce que vous faites, c'est un bar avec des chambres au-dessus. Ce qui était un bon résumé du Mama Shelter. C'est un bon résumé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc 80 rendez-vous avec des financiers ou des banques pour essayer de sortir le premier Mama de terre. Alors, on ne va pas dire du mal des financiers et des banquiers, parce que moi j'ai tous mes banquiers et mes financiers dans la salle, hein, donc on va rester respectueux là. Mais quand même, c'est un gros boulot. Hein. Et alors pourquoi D'abord, pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est financier, c'est family office, c'est chaîne hôtelière. Voit débarquer un mec qui a donc été viré de sa boîte, qui a la prétention de dire je vais un peu réinventer mon métier, l'hôtellerie, et je vais le réinventer dans un quartier dans lequel ils n'ont jamais vu un touriste dans les 50 dernières années. Oui, et puis l'hôtellerie, vous connaissiez les clubs, mais pas forcément l'hôtellerie traditionnelle. Et puis vous leur présentez un projet, mais rue de Bagnolet, quoi. Le truc qui ne fait pas du tout envie, on va rester poli. Et comment ça se passe? Il y a quand même la caisse d'épargne qui arrive à vous financer. Oui, encore une fois, on se fait jeter des uns et des autres. Moi, d'abord, j'avais dit à mes petits camarades, vous allez voir, c'est simple, je vais appeler les banquiers qui finançaient les villages du club. J'avais un peu oublié que j'étais plus au club, mais c'est vrai que les banquiers nous appelaient, prenez 1 milliard, prenez 2 milliards pour financer ce que vous voulez. Enfin, les grandes banques, les 4 ou 5 grands établissements français, je les ai rappelés, ils m'ont pratiquement jamais rappelé, ou quand ils m'ont rappelé, c'était pour me dire qu'ils n'étaient pas intéressés. Voilà. Donc effectivement, les grandes banques, les petites banques, les banques moyennes, les family office, les chaînes hôtelières, encore une fois, Accor, Marriott et compagnie, on est tous allés les voir. Bon, et les gens ne croyaient pas, à l'époque, et c'était Accor qui avait fixé la règle, c'était de dire, il y a 2 clés de succès dans notre métier. Un, c'était M. Conrad Hilton qui l'avait fait une fois, c'est location, location, location. C'est le seul truc qui compte, c'est là où vous mettez. Et 2, c'est où vous faites de la restauration, où vous faites de l'hôtellerie, où vous ne faites pas les deux. Donc quand vous présentez dans un truc qui est rue de Bagnolet, au milieu de nulle part, hein, où les mecs mettaient leur GPS pour arriver à trouver l'endroit, et que vous avez la prétention de dire je vais faire de la restauration et ça va être un point fort du truc, c'est aussi un peu normal qu'on se fasse jeter. Et puis, qui vient rue de Bagnolet dans un hôtel, finalement? Alors c'est là la magie, c'est qu'en fait, on est dans des métiers, peut-être c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous ici, il faut raconter une histoire. Bon. Et donc la chance qu'on a eue, c'est de raconter une histoire. Les journalistes ont été intéressés par l'histoire. Ils avaient quitté les Trigano en paréo à Corfou, à Djerba et à Agadir, et ils les retrouvent rue de Bagnolet, associé à un designer qui est un génie, Philippe Stark, un grand chef de cuisine qui est Alain Sanderins, chef étoilé, bon, dans un lieu complètement atypique, et ça raconte une histoire. Moi, il y a une anecdote que je raconte. Bon,
on était à 3 mois de la fin des travaux et Philippe Starck avait trouvé une lampe de chevet qui coûtait un peu plus cher que prévu. Donc on va voir Philippe Starck, on lui dit écoute, on est désolé, ça ne rentre pas dans le budget, on avait 172 chambres. Et Starck avait été adorable avec nous depuis le début de l'opération, il dit écoutez, j'en ai marre de travailler avec des pauvres, vous me faites chier, tirez-vous, si vous ne pouvez pas vous payer 172 lampes de chevet, c'est fini, au revoir. Oubliez-moi. J'étais avec mon associé, on part, à l'époque ses bureaux étaient rue de la République, nous on était rue Vieille du Temple, on a au bureau désespéré, c'est la fin du monde, on a perdu Philippe Starck et tout. 2 heures après, l'assistante de Starck appelle et dit Dieu veut bien vous revoir. Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Philippe Starck. On arrive en courant et il dit écoutez, vous m'emmerdez, vous me faites chier, enfin j'ai peut-être trouvé une solution. Et il avait envoyé une assistante chez Leroy Merlin acheter une lampe de chantier, un truc un peu long, effilé, avec un petit peu d'éclairage au bout. Et une autre assistante, dans un magasin de farce et attrape, acheter le masque d'Astérix. Et colle le masque sur la lampe de chantier et dit voilà votre lampe de chevet. On le regarde. Un petit peu paumé. Énorme. Mais bon, c'est Starck, c'est un génie, donc on fait acheter 172 lampes de chevet, lampes de chantier, 172 masses, on les met dans les chambres. Et là, les journalistes arrivent, entre autres un journaliste japonais, et qui nous a fait la couverture des magazines de design au Japon en disant ces mecs sont des génies, ils ont réinventé l'éclairage dans leur chambre d'hôtel. Et voilà. Et donc ça a contribué à raconter l'histoire qui fait que les gens sont venus voir ces génies qui avaient réinventé l'éclairage dans les chambres d'hôtel. Petite question technique, ça a passé la commission incendie des pompiers, la vos lampes de chevet? Ça a passé. Oui, sans doute. Ça a passé. Alors, mais par contre, ce qui n'a pas passé, c'est qu'on avait postulé pour être 3 étoiles. Et la commission est passée et la dame qui faisait la mission de l'administration me dit écoutez, par contre, vous ne serez pas 3 étoiles, vous serez 2 étoiles. Je dis pourquoi? Il n'y a pas de baignoire dans les chambres. Je dis, écoutez, madame, je croyais qu'on était à une époque où on voulait économiser l'eau et tout. Oui, vous avez raison, mais je ne peux pas vous donner. Donc on était 2 étoiles, qui a eu l'image presque d'un palace dessiné par Starck qui est géré par les Trigano. Et à combien la chambre à l'époque? 69 €, on a commencé. Alors je vous disais en bas, ça a un peu augmenté. Un peu augmenté. La semaine dernière, c'était plutôt 140. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Hein. Mais rue de Bagnolet, j'ai jamais fait. Alors, cependant, celui de Lille, par exemple, il est en face de la gare. Hein. Vous l'avez pas mis dans la Pétaouchnok non plus. Hein. Non, celui de Lille est en face de la gare et on l'a eu grâce à Martine Aubry. Il y avait un concours. Vous savez que chaque fois qu'on voulait installer, en tout cas dans l'autre métier, les hôtels, il y a un appel d'offres. Et donc il y avait un appel d'offres et Martine Aubry adorait mon père, m'aimait pas mal, trouvait l'idée de Starck intéressante. Et d'ailleurs, au moment où elle a posé la première pierre, elle a passé son temps à me dire merci Gilbert Trigano, merci Gilbert Trigano. Et à la fin, il y a un de ses chefs de cabinet qui ne sait pas Gilbert, c'est pareil, c'est la même famille, on s'en fout. Alors évidemment, donc le Mama Shelter est lancé. Alors je ne peux pas moi résister à vous poser la question qu'on a dû vous poser à peu près 180 000 fois. Et il vient d'où le nom? Il vient d'une discussion entre Philippe Starck et Benjamin, mon fils aîné. L'un a eu l'idée de shelter, cette notion d'un abri, c'est ce que j'ai appris, ouais. Ouvert à tout le monde. Et l'autre a eu l'idée de la maman, la personne qu'on aime le plus au monde, celle qui s'occupe de nous, qui nous remonte le moral quand il va pas bien, qui nous donne à manger même quand on n'a pas faim. Et ils ont eu l'idée de mettre ça ensemble. Quand on a présenté ça à un certain nombre de conseillers en communication, ils ont dit que c'est un nom qui ne marchera jamais. Et la notoriété du nom est encore bien plus forte que la réalité de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que Mama Shelter est assez connu dans le monde. Donc c'est l'abri de la maman, ce qui ne veut rien dire. Mais voilà, c'est ça l'histoire. Ouais, très bon. Il y en a combien aujourd'hui? Il y a 18 mamas. Il y en a une dizaine en construction et une vingtaine en négociation. Ouais, c'est énorme. Alors ça marche très fort, hein, parce que vous dites, page 207, attention, après 18 mois, nous sommes en avance, d'une dizaine d'années sur notre BP. Vous imaginez, après 18 mois, on est en avance d'une dizaine d'années sur notre BP. Donc c'est un carton plein. Deux choses. D'abord, j'ai un fils qui fait des business plans très conservateurs, premièrement, donc ça explique une partie. Et deux, c'est vrai que le truc a pris. Enfin, honnêtement, on a vécu 2-3 mois d'angoisse où le restaurant avait du mal à démarrer. On s'est dit, les restaurants...
Et puis, on est en 2008, au moment de la crise financière. Un certain nombre d'entreprises réduisent leur budget de déplacement. Et donc, les gars qui se payaient les 4 étoiles, 5 étoiles, on ne peut plus les payer. Et donc, descendre au Mama Shelter, un hôtel, encore une fois, dessiné par Stark, avec Sanderins, hein, c'est pas humiliant et dégradant. Et on se retrouve avec toute une clientèle d'entreprises qui vient. Le week-end, le Mama a un côté un peu festif. Voilà, et au bout de 3-4 mois, ben, les gens font la queue pour avoir une table le soir au restaurant. C'est le bordel absolu parce qu'on n'était pas organisé. On attend 3/4 d'heure, 1 heure pour se faire servir. La porte de Bagnolet, c'est les travaux du tramway. Donc les gens mettaient 1 heure, 1 heure et demie pour arriver. Ils étaient au bout de nerfs. Ils arrivaient, on avait déjà donné leur table. Ils nous insultent. Enfin voilà, ça a été un passage un petit peu compliqué. Mais il fallait gérer le succès. C'est mieux que de gérer le vide. Et donc on s'en est sorti. Et alors vous avez fait ça avec vos 2 fils. Donc c'est une affaire familiale. C'est quoi les avantages et les inconvénients de travailler en famille? Les avantages, c'est la confiance. Les avantages, c'est qu'on est dans des métiers, dans l'hôtellerie en tout cas, où ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et d'ailleurs, les plus belles réussites hôtelières, les Oberoi en Inde, les Pritzker aux États-Unis, les Marriott aux États-Unis, c'est souvent des réussites familiales. Il faut que l'homme et la femme, que la famille acceptent qu'on soit dérangé 24 heures sur 24, qu'il n'y a pas de week-end, qu'il n'y a pas de soirée, que faire ce métier, c'est de le faire avec passion. Moi, au début, je passais pratiquement un soir sur 2 au Mama rue de Bagnolet pour voir comment ça se passait, pour essayer d'être présent avec les clients, avec le staff et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut que le noyau familial soit solide. Et donc, il y a cette relation de confiance. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'était pareil avec l'histoire du club, c'est-à-dire on dormait club, on vivait club, on aimait club. Voilà. Et là, on est devenu Mama shelterisé complètement. Mais je préfère ça que la tristesse de la solitude. On appelle ça, nous, on a pas mal de clients qui sont des entreprises ETI familiales, et on appelle ça la stratégie poulet haricots verts. C'est-à-dire, c'est la stratégie du dimanche midi qui est revue à la réunion de famille, et donc le lundi matin, bah, tout a changé, et on n'ouvre plus l'usine au même endroit, et on fait plus donc vous, c'était un peu pareil, quoi. Donc c'est un énorme succès. Pourquoi ne pas le garder pour vous, et pourquoi faire rentrer Accor? Quel est votre lien avec Monsieur Bazin? Parce que après avoir eu du mal à lancer le concept de lifestyle, en fait, toutes les chaînes hôtelières se sont engouffrées dedans. Hyatt, Marriott, Hilton, tout le monde s'est lancé dans le lifestyle. Et donc, on s'est dit avec mes 2 fils que si on ne s'adossait pas à un grand groupe, on allait disparaître. On ferait une étude de cas dans le futur de petits francaoui qui ont lancé un truc et qui aurait été complètement marginalisé. L'hôtellerie, c'est des gros investissements. Un hôtel, c'est entre 20, 30, 40, 50 millions d'euros. On était capable d'en faire un tous les 2-3 ans. On n'était pas capable d'avoir le vrai rythme de développement nécessaire pour pallier la concurrence. Donc on s'était dit, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et le miracle a fait que Sébastien Bazin a pris la présidence d'Accor à peu près en même temps que le début du club. Il est venu dîner 2-3 soirs au Mama, et un jour il a dit j'aurais vous voir et qu'on discute. Voilà, il est venu discuter à la maison. Il nous a dit j'aimerais prendre un ticket dans votre boîte, et c'est comme ça que c'est parti. Il avait mis une clause qui lui permettait de racheter l'intégralité de la boîte à un timing donné. Je pensais que ça serait plus long. Ça a été plus court, puisqu'il a décidé de développer un pôle qui s'appelle Ennismore, dans lequel ils ont mis tout ce qu'ils appellent le lifestyle, Mama Shelter, 25e heure, les restaurants Paris Society, Hoxton, un certain nombre de choses. Et c'est la division qui explose. Et donc, il y a 3 ans maintenant, il a pris 100% de la boîte. Et on reste avec lui, on l'accompagne sur le développement, et mon fils l'accompagne sur la restauration et le design. Et votre 2e fils, pardon? Notre 2e fils vit à Los Angeles, et lui, il s'occupe plutôt de la partie marketing et communication. D'accord. Et vous faites appel au management de transition aussi? Pas encore, mais maintenant qu'on vous connaît, pourquoi pas? Bon, et maintenant, vous faites quoi alors? Maintenant, je fais 3 choses. D'abord, je reste encore une fois à accompagner le développement de Mama Shelter. On va la semaine prochaine à Toulon rencontrer la maire de Toulon parce qu'on va implanter un Mama Shelter à Toulon. Donc, on continue là-dessus. Et moi, je vis 2 nouvelles aventures. Une aventure hôtelière classique, enfin
qui se veut différente, qui s'appelle O-Baby, qui va consister en fait là à reprendre les fondamentaux de l'hôtellerie, le bien dormir, et on s'est associé à des médecins spécialisés dans le sommeil pour garantir une bonne nuit de sommeil. À la différence du Mama où c'est parfois un peu bruyant, là c'est revenir aux fondamentaux de l'hôtellerie. Sur le sommeil, c'est à nouveau Philippe Stark qui va dessiner les premiers O-Baby. On essaye de penser à la restauration. L'enjeu auquel nos métiers sont confrontés aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des hommes et des femmes pour travailler dans l'hôtellerie. Ils ne veulent pas travailler les week-ends, ils ne veulent pas travailler le soir, enfin, ils ne veulent pas travailler en général. Et donc, on travaille avec Cyril Lignac pour essayer de faire une formule qui permet d'avoir moins de personnel en cuisine, mais avec une très bonne restauration. Et l'idée, c'est de s'implanter périphérie des grandes villes et les villes moyennes en France, parce que je crois qu'il y a un désert dans les villes moyennes dans lesquelles il y a un ibis un peu fatigué qui se bat en duel avec un hôtel de famille en train de mourir. Et donc, on est en train, avec un fonds à Trim et la Banque des Territoires et l'émanation de la Caisse des dépôts, de développer ce concept avec, a priori, de premières installations à Saint-Ouen, Rouen, Dunkerque, Pau, un certain nombre de villes. Ça, c'est une partie de ce que je fais. Et l'autre partie, ça consiste à essayer d'imaginer des lieux pour les seniors. On est en train, enfin, on vieillit, certains d'entre nous vieillissent. On a les baby-boomers qui arrivent aujourd'hui et qui vont avoir environ 80 ans. Voilà. Et l'idée auquel on est confronté, c'est la solitude. Quand on vieillit, on perd souvent malheureusement l'homme ou la femme de sa vie et on se retrouve seul dans son appartement à attendre la visite des enfants, des petits-enfants qui viennent ou qui ne viennent pas. Et donc l'idée, c'est de trouver un lieu et de mettre en place des lieux, de proposer non pas c'est bien sûr pas des EHPAD, c'est pas des maisons de retraite, c'est en fait proposer de vivre comme à l'hôtel, parce que je trouve que le summum du luxe, c'est de vivre à l'hôtel. Donc on a son appartement, sa chambre, on a une kitchenette si on veut, et puis quand on descend, il y a un bar, il y a un restaurant. En principe, c'est Pierre Gagnère qui va faire la restauration. J'ai appris que pour bien vieillir, il y a 3 piliers en fait. L'un, c'est de ce que vous mangez. Si vous vous nourrissez bien, vous avez des chances de vivre longtemps en bonne santé. Et si vous faites de la merde, vous avez des chances de disparaître plus rapidement. 2, c'est la communauté, c'est-à-dire de ne pas être seul. Et ça, c'est la touche un peu Club Med. Et puis 3, c'est de maintenir des activités. Activités intellectuelles, sportives. Voilà. Et donc, autour de ces 3 piliers, on a monté une boîte qui s'appelle Casa Barbara, avec une première installation à Nice, avec un fonds et la caisse de retraite des anciens combattants qui nous accompagnent pour développer ce concept. Voilà ce qu'on fait. Je vois que vous êtes féru de l'épigénétisme. Non, ça vous parle, ça ou... Un tout petit peu. Alors, il y a ces 3 piliers-là, et puis il y en a 2 autres qui sont la gestion du stress, et puis prendre du plaisir dans ce qu'on fait, se lever le matin et prendre du plaisir. Voilà, et puis il y a un autre point qui est d'être entouré professionnellement et familialement par des gens positifs. Voilà, par un environnement positif. Et ça, c'est les 5 points. Alors, j'avais une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Vous dites, alors là, ça m'a scotché. Déjà, vous parlez dans le livre beaucoup d'amour et de gentillesse. Vous ne parlez pas de bienveillance, mais vous mettez carrément gentillesse. On peut dire qu'il y a un mot qui a été galvaudé, évidemment, mais qu'on n'emploie plus aujourd'hui, qui est même plus du tout à la mode. On ne parle plus de gentillesse en entreprise. Vous le mettez carrément en avant. Et vous allez beaucoup plus loin. Vous dites... La véritable réussite vient d'avoir inversé nos priorités pour assurer d'abord le bien-être de nos équipes plutôt que la satisfaction du client. Ça va à contresens de tout ce qu'on lit, de tous les cours de Harvard et HEC, quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et ça n'a pas trop mal marché. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans ces métiers de service, enfin en tout cas l'hôtellerie, la restauration, soit c'est les métiers les plus cons qui soient, parce que bon, c'est un côté un petit peu répétitif d'affecter une chambre, de servir des gens à table. Et donc, si on le fait sans amour et sans passion, ça offre aucun intérêt. Et donc, il faut essayer d'insuffler un peu cette gentillesse, cet amour, cette passion. Voilà. Et quand on y arrive, alors tout devient plus beau et tout devient plus facile. Donc, c'est vrai que tant à l'époque du club qu'à l'époque du Mama, moi, à l'époque du Mama, je mettais un point d'honneur à rencontrer toutes les nouvelles équipes qui rentraient au Mama, à leur expliquer l'histoire du Mama, ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, à quel point leur job est important, à quel point c'est important de servir, en leur disant si vous n'allez pas servir,
tirez-vous. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans les métiers de service. Je sais qu'en France, le côté service est un côté souvent un peu humiliant, un peu dégradant. Bon, moi, ça fait plus de 50 ans que je suis dans ce métier. Ça m'intéresse, ça me passionne. Je respecte ceux qui n'aiment pas ça, mais je leur dis, venez pas chez nous, quoi. Voilà, et donc, c'est vrai que cette notion de service, d'être bien dans l'entreprise, et je crois qu'effectivement, enfin, une des marques de fabrique de la famille Trigano, c'est d'avoir été capable de s'entourer d'hommes et de femmes à qui on a réussi à transmettre cette passion d'apporter du bonheur aux autres, pour repartir de ce qu'on avait dit au début, et qu'à partir de là, le métier devient passionnant. Voilà, et c'est comme ça qu'on est parti. Et je me dis que s'ils sont bien dans leur peau, alors effectivement, ils vont rendre heureux nos clients, ce qui est la finalité du job. Alors, vous avez vu ça dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, qui est le vôtre. Nous, on voit ça aussi dans le service B2B, parce que ce qu'on essaie un peu de faire chez Delville et à notre échelle, c'est d'être bien dans nos pompes. Et quand on est bien dans nos pompes, c'est vrai qu'on est encore mieux pour écouter nos clients et pour être encore plus au service de nos clients. Donc, ce que vous dites dans le B2C fonctionne aussi, je pense, très bien dans le B2B. Voilà, c'était une remarque. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci Serge Trigano. Voilà, j'étais très ému à la lecture de cette dernière phrase. Non, et à votre sensibilité, vraiment, dans le livre qui ressort tout le long du livre. C'est vraiment hyper intéressant et puis très impressionnant. Voilà, parce qu'on pense que quand on voit l'ancien patron du Club Med ou quand on voit le fondateur du Mama Shelter, on se dit « Ah, ça doit être très dur, il doit être très dur avec les équipes. » Et donc, il a réussi parce que c'est très dur avec les équipes. En fait, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Trigano. Vous avez occupé donc avec Mama Shelter donc une responsabilité avec beaucoup de contacts avec les entités publiques en France. Vous avez parlé de Martine Aubry. La France est bon, vous symbolisez l'entrepreneuriat en France. Est-ce que la France est un pays qui est vraiment business friendly? Et est-ce que vous croyez que les entités publiques aujourd'hui font vraiment tout ce qu'il faut? Merci. Non. Qu'est-ce que vous feriez à leur place? La réponse est claire. C'est une réponse rapide. Hein. Pour être tout à fait honnête, je donnerais plus de pouvoir aux maires des villes. Moi, j'ai été fasciné, j'ai eu la chance dans l'aventure du Mama de rencontrer Alain Juppé, Christian Estrosi, un certain nombre de maires, puisque c'est avec eux qu'on a décidé de la Noé d'ailleurs. Absolument. Et moi, j'ai toujours été fasciné, quelle que soit leur orientation politique, entre Martine Aubry et Alain Juppé, on n'est pas dans le même monde. Ils sont passionnés par leur ville. Ils ont envie de faire des choses. Et ils sont, Édouard Philippe au Havre, qu'on est allé voir il y a pas longtemps, tous passionnés et tous complètement brimés, bloqués par toutes les règles qu'on leur met. Voilà, on a trouvé un site au Havre magnifique. Au Havre, le Havre, c'est une friche industrielle. Il y a une petite fleur dans la friche et il y a une association écolo qui a dit il faut protéger cette petite fleur et donc on doit attendre 1 an et demi à 2 ans pour voir comment la petite fleur va évoluer pour savoir si on peut un jour ou l'autre faire un hôtel. Voilà. C'est assez difficile. Alors, il y a à la fois la volonté d'un certain nombre d'hommes politiques de favoriser le business, mais il y a derrière une administration qui est un peu lourde. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait qu'Elon Musk vienne prendre ça en main, parce que ça serait un choc un peu violent en France, mais c'est vrai qu'il y aurait besoin de simplifier les choses. Donc, quand je pense à notre métier, le tourisme, l'hôtellerie, on a tout pour réussir. Bon, et on est en train de se faire dépasser aujourd'hui par l'Espagne et par l'Italie. Honnêtement, c'est absolument pas normal. Je veux dire, on a tous les paysages possibles et imaginables. On a le bord de mer, on a la montagne, on a la campagne, on a une table, une gastronomie exceptionnelle, et on est en train de perdre des places au classement des destinations touristiques. Parce que ça devient, c'est vrai, un peu compliqué. Enfin, on l'a vu avec l'histoire du Mama et la difficulté qu'on a eu à obtenir les permis et les autorisations. Voilà. Et donc, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, ce pays soit très business-friendly, quoi qu'en disent un certain nombre de nos dirigeants. Voilà. Alors,
Vous pouvez même pousser le bouchon un petit peu plus loin, parce que j'ai mon épouse qui travaille dans le secteur et donc qui est bien emmerdée, ennuyée sur un site par La Petite Fleur, et donc qui m'explique, elle en tant que directrice juridique, que c'est plutôt les écolos qui sont allés trouver, moi je défends La Petite Fleur, mais qui sont allés trouver vraiment la Petite Fleur, quand c'est pas La Petite Fleur, c'est autre chose, pour pouvoir interdire, pour pouvoir freiner le projet, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hôtel ou qu'il n'y ait pas de construction, hein. Mais à la fin, c'est en fait des recours sur recours, et à la fin, ça se fait à coup de négociation, c'est-à-dire si vous donnez 20 000 euros à l'association, hein, ça pourra quand même débloquer et puis arrêter le recours, quoi, hein. Donc c'est un peu comme ça que ça... Je le dis parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. Moi, j'aime bien La Petite Fleur aussi, mais... Entre-temps, vous avez perdu du temps, beaucoup d'argent. Perdu 5 ans. Le pire, c'est l'histoire de l'autoroute qui est arrêtée. Là, ça est complètement hallucinant, quoi. Voilà. Il n'y a que nous et les petits oiseaux pour faire des trucs pareils. Une autre question. Bonjour Monsieur Trigano, je suis un petit peu déboussolé, désarçonné, voire choqué par tout ce que vous faites parce que finalement vous ne respectez rien. Vous installez un hôtel à un endroit où on vous déconseille de le faire. Vous faites à la fois de l'hôtellerie et de la restauration, on vous a dit de ne pas le faire. Vous trouvez un nom qu'on vous a déconseillé et puis vous privilégiez le bien-être de vos collaborateurs au bien-être de vos clients. Donc ça ne va pas du tout. Et en France, où on a parfois l'habitude d'être dans la reproduction, de suivre un certain nombre de règles. Je le vois beaucoup dans, par exemple, les éléments de langage des entreprises, toujours très aseptisés, très corporate, ou dans les profils qu'on va privilégier pour mener un certain nombre de missions. On est plutôt dans la reproduction d'un certain nombre de schémas établis. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est vous qui avez choisi des modalités ou des positionnements qui peuvent être un peu différents par rapport à la norme. Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ou est-ce que vous considérez qu'il est possible de cultiver cette singularité et que toutes les entreprises devraient affirmer davantage cette singularité? En gros, est-ce que ce que vous faites, qui ne respecte rien, c'est en anglais scalable? Est-ce qu'on peut le mettre à l'échelle? Ou est-ce que c'est vraiment une exception? Honnêtement, ça serait très prétentieux de ma part de vous répondre à ça. Nous, on fonctionne comme ça. J'ai appris ça de mon père. Moi, mon père m'a toujours appris qu'il fallait être un peu en avance, et pas trop en avance d'ailleurs. Il m'avait expliqué qu'un jour, quand vous êtes trop en avance, ça ne marche pas. En prenant l'exemple il avait voulu lancer dans les années 60 les croisières en France. Et donc, il avait affrété un bateau pour lancer les croisières en Méditerranée. Les années 60, c'était trop tôt. Et il a failli, là aussi, perdre sa place parce que c'était un peu trop tôt et que ça s'était mal passé. Et donc, son discours était de dire qu'il faut toujours qu'on ait un quart d'heure d'avance sur les autres. Voilà. Et moi, j'ai essayé de garder ça en tête, de travailler en ayant un petit quart d'heure d'avance. Pas trop d'avance parce que ça ne sert à rien. Et en tout cas, pas de suivre le travail des autres. C'est ce que je fais. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, hein. Je veux dire, c'est chacun d'entre vous, d'entre nous, vit sa vie, vit son entreprise comme il le souhaite. Moi, je suis dans cette approche-là. C'est ça qui m'intéresse. Penser des lieux pour des seniors un petit peu différents des maisons de retraite classiques. Penser l'hôtellerie différemment de ce qui était fait à l'époque. Voilà. C'est parfois un chemin un peu plus compliqué, mais c'est en même temps un chemin tout à fait passionnant. Et après, à chacun d'entre nous de décider ce qu'il a envie de faire. Merci. Autre question? Oui, bonjour, je m'appelle Jean Cambette, manager de transition et ancien Géo Club Med. J'avais juste une question. Quelles ont été les 3 plus belles années professionnelles de votre vie? Les 3 plus belles années de ma vie, c'était mon passage à New York, aux États-Unis. À l'époque où donc Gilbert avait décidé d'attaquer la mondialisation du club, il a nommé un patron à Tokyo, un patron à Rio, un patron à Paris, et il m'a nommé patron du club aux États-Unis. Donc je me suis installé avec la famille à New York et c'était l'époque de Reagan qui venait d'être nommé élu président de la République. C'était une Amérique qui était en train de repartir après des années de stagnation. Le club à l'époque avait une image un peu sulfureuse, swinging single. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez connu comme l'époque des Géos, mais enfin on venait dans les villages du club plutôt pour faire des rencontres, pour dire ça de façon bien élevée. Voilà. Et donc moi j'ai essayé de modifier un petit peu ça en apportant le côté familial du club. On a réussi à doubler la taille du club en 5 ans.
et j'avais la chance d'être donc patron d'une filiale d'une grande boîte, mais pas au siège, parce que quand vous êtes au siège à côté du patron, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, le patron venait nous voir tous les 2-3 mois, plutôt pour voir ses petits-enfants que pour voir le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça se passait plutôt bien. On a connu une croissance formidable et ça a été pour moi des années extraordinaires de partir à la conquête d'un marché. Le marché américain est un marché très compliqué. On a eu beaucoup de mal, mais à la fin, on était la première entreprise non américaine organisateur de vacances sur le continent nord-américain. On avait doublé la taille, implanté des villages au Mexique, Punta Cana, toute une série d'implantations, Turks and Caicos. Voilà. Donc ça a été pour moi mes plus belles années. Il y avait à la fois le côté corporate du club aux États-Unis et puis le côté de passage dans les villages. Et ça s'est terminé par l'introduction à la bourse de New York. On a introduit le Club Med à la bourse de New York. Donc vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Vous faites ce qu'on appelle un roadshow. Vous tournez à travers les États-Unis, à Boston, à Philadelphie. Vous racontez votre histoire dans un petit bureau. Il y a 4 ou 5 banquiers qui chacun va décider d'acheter quelques milliers d'actions du club. Et puis ça se termine en principe à New York. Et nous, ça se termine à l'Hôtel Pierre à New York, où il y a tout le monde de la finance américaine qui est là, parce que le Club Med, ça fascinait un peu, ça avait ce côté un peu exotique, français, francaoui, machin truc. Donc on avait toutes les banques qui étaient là, et j'étais installé là avec les banquiers qui m'avaient accompagné. Et au moment où je m'installe dans la salle, il y a un monsieur qui vient au premier rang, c'est Gilbert, c'est mon père. Et là, je perds pratiquement toute ma capacité de pouvoir parler. J'arrive à me reprendre. Le truc se passe plutôt bien et l'action a été souscrite 4 ou 5 fois et ça a été une belle introduction. Et c'est comme ça que s'est terminé mon passage aux États-Unis avec l'introduction à la bourse de New York. Super, bravo. Une question devant. Merci. Monsieur Trigano, moi j'ai une question un petit peu plus triviale. En fait, je pense que votre devise, c'est oublie que tu as aucune chance, fonce. Sur un malentendu, ça peut le faire. Et en fait, un bon résumé. Et en fait, donc derrière ça, comment avez-vous vécu le film Les Bronzés quand vous étiez est-ce que ça a été une super pub pour vous? Est-ce que ça a été comment vous avez vécu ça quand revoyez-vous le film régulièrement aussi? Pour vous dire la vérité, pas trop de bêtises parce qu'il y a Delphine qui fait de l'équitation ce soir avec Thierry Lhermitte. Véridique. Même hier soir. Fallait pas le dire. Mais pour vous dire la vérité, moi j'ai bien ri, comme la plupart des géos du club, comme beaucoup de GM du club. Il y a une personne qui l'a très mal pris, c'est mon père. Le club, c'était sa vie, et voir sa vie ramenée à une histoire de cul, parce que c'est un peu ça l'histoire des Bronzés, il l'a pas bien pris, et ça s'est mal passé avec l'équipe des Bronzés. Maintenant, quant à l'impact sur le club et sur les ventes, honnêtement, je crois que ça n'a eu aucun impact. C'est-à-dire, ceux qui nous aimaient pas, vous avez vu, on vous avait dit que c'est un truc pas sérieux et donc continuez à pas venir. Et ceux qui nous aimaient, on dit, vous avez vu à quel point c'est formidable le club. Donc ça n'a pas du tout joué sur le volume d'inscription et de booking. Ça a conforté l'image d'un club qui est une institution, parce qu'en fait c'est ça en fait au fond du truc, c'est que le club est devenu un phénomène de société, et d'ailleurs on emploie le mot club Med à des tas de sauces, enfin des tas de trucs. Quand on parle des prisons, on explique que c'est pas le Club Med, voilà les pays Club Med pour parler d'un certain nombre de pays de la Méditerranée, enfin, voilà. Donc c'est devenu une institution, c'est ça et moi Gilbert me disait toujours, parce qu'à une époque je lui en voulais un peu de trop médiatiser le club, de se médiatiser, de se mettre en risque. Et lui, son discours, c'était de dire, écoute, qu'on en parle en bien ou en mal, ce qui compte, c'est qu'on en parle. Voilà. Et c'était ça son discours, et j'essaye de le suivre, parce que je trouve qu'effectivement, c'est lui qui avait raison. Mais alors, vous dites au club, et c'était un peu connu pour les histoires de fesses, là, de sexe. Mais alors, quand je suis allé au Mama Shelter et que j'ai réservé ma chambre, vous vous marrez, que j'ai réservé ma chambre au Mama Shelter, à la fin, vous pouvez cocher là. Est-ce que vous voulez le sexy kit? Le kit sexy avec tout dedans, c'est énorme. C'est une idée de qui, ça? D'un de mes fils. D'un de mes fils qui est là. Et on passe même des films porno qui marchent très très bien. Marie-Jésus Joseph.
Il y a juste un petit problème qu'on a eu dernièrement, c'est qu'on s'est implanté à Rome, à côté du Vatican. Et là, on nous a dit qu'il faudrait peut-être enlever tous vos côtés sexy, et ainsi de suite. Ah, vous n'avez pas eu un appel du pape pour prendre une chambre, là? Non. Et pareil, quand on s'est implanté à Dubaï, on nous a demandé d'enlever un peu tout ce côté-là, un peu sexy du Mama Shelter. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour Thierry Géant, merci pour cette intervention. J'ai une question un peu plus sérieuse. Il y a un petit sujet qui est un peu moins à la mode en ce moment qui s'appelle l'ESG, parce qu'avec la situation géopolitique, c'est un petit peu plus compliqué. Vous êtes dans tout ce qui est bâtiment avec des ressources qui sont un peu particulières, qui s'appellent du sable, du béton, etc. Donc je voulais avoir un peu votre ressenti sur ce sujet-là. Comment vous avancez dans cette partie-là? Est-ce que vous piquez le sable des plages, des endroits du Club Med pour les utiliser après dans Mama Shelter et les nouveaux projets? Enfin, voilà, malgré cette boutade, comment vous faites, vous avancez sur ce sujet? Merci. Pour vous dire la vérité, c'est un vrai sujet. On essaye, on est obligé d'intégrer ça, d'ailleurs, parce que les financements ne viennent maintenant des fonds que si vous avez vous remplissez toutes les cases. Mais pour vous dire la vérité, quand on a commencé à travailler sur le projet de OBaby, le nouveau concept, l'idée c'était de faire des constructions hors site et de les assembler sur le site, en bois de préférence. Et donc on a travaillé avec une entreprise lyonnaise pour faire ça. On a fait un module et on a commencé à discuter avec les mairies, les promoteurs, les pompiers, et ce projet, alors qui était répondait parfaitement aux enjeux d'aujourd'hui. Les mairies en veulent pas parce qu'elles trouvent que c'est pas assez beau. 2, les promoteurs n'en veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire leur marge. Et 3, les pompiers nous disent le bois c'est très bien, mais vous allez mettre du béton dessus parce que pour les normes incendie ça ne marche pas. Donc il y a une petite différence entre le discours qu'on nous tient et la réalité des choses et ce qu'on peut réellement faire. Parce que quand vous aviez ce projet qui était parfaitement alors dans les attentes d'aujourd'hui, il est irréalisable. Voilà. Donc on est en train, là, dans le OBaby qu'on est en train de faire, de s'orienter à la fois sur des constructions ex nihilo, mais plus traditionnelles, en tenant compte bien sûr des enjeux d'aujourd'hui, et surtout avec des reprises d'hôtels existants qu'on va réaménager aux normes d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu compliqué, et qu'il y a un discours entre la réalité et puis le rêve qu'on a les uns et les autres. Serge Trigano, merci beaucoup. On peut vous applaudir très fort. Vous restez avec nous. Évidemment, je me lève comme vous. On va là où on était tout à l'heure, on prend un café, vous nous dédicacez votre livre qui est encore une fois excellent. Lisez-le, plein d'anecdotes et très rigolo. Également, et en guise de clôture, et après je vous ennuie plus, il y a un petit post, là on me dit dans l'oreillette, qui va sortir sur LinkedIn. N'hésitez pas à liker. Hein. Plus ça fait de buzz, plus on est connu, plus les clients nous appellent, plus les clients nous appellent, plus on a des missions, plus vous avez des missions. Voilà. Excellente journée à vous.